Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Ce que je veux dire aux Français, c'est le titre de la tribune de Nicolas Sarkozy publiée demain dans le Figaro et dont on va découvrir de larges extraits ce soir. L'ancien président sort du silence et répond aux attaques dont il est la cible dans l'affaire des écoutes. Il dénonce des coups tordus et met en cause le pouvoir en place. Les nombreuses réactions politiques à suivre et l'analyse ce soir avec l'éditorialiste au Figaro Yvan Rioufol et Laurent Geoffrin du Nouvel Observateur. Face à face diplomatique tendu entre Russes et Occidentaux, Barack Obama annonce de nouvelles sanctions contre des responsables russes en représailles. Au rattachement de la Crimée à la Russie, la réaction de Moscou ne s'est pas fait attendre. On rendra coup pour coup, prévient le Kremlin. Les détails des déclarations dans ce journal. La piste est jugée crédible. Avions et navires ont été dépêchés dans une vaste zone du sud de l'océan Indien après la détection par images satellites de deux objets qui pourraient appartenir au Boeing de la Malaysia Airlines, disparu depuis bientôt 2 semaines. Les recherches ont été interrompues. La zone est très difficile à explorer. Elles reprendront demain. Plus d'éléments dans le tour de l'info ce soir. Enfin, situation humanitaire alarmante en Centrafrique. Les signaux d'alerte sont de plus en plus nombreux. Exode massif, tueries, vengeance. La situation est paroxystique, s'inquiète Médecins sans frontières. L'opération militaire française a certes permis de sécuriser une partie de la ville de Bangui, mais les défis humanitaires du pays sont colossaux. Le grand reporter Vincent Hugeux nous décrit la situation sur place. Il nous parlera également de son nouveau livre, Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames, c'est tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Première intervention dans la presse depuis 2012. Dans une tribune au vitriol intitulée « Ce que je veux dire aux Français » publiée demain dans le Figaro, Nicolas Sarkozy contre-attaque dans l'affaire des écoutes. Il dénonce des coups tordus et estime que les principes de notre République sont foulés aux pieds. Les détails avec Fabrice Cunet et Mounir Soussi. Il sort du silence et prend les Français à témoin. Nicolas Sarkozy riposte dans les colonnes du Figaro à paraître demain et dirige sa colère directement vers le gouvernement. Je sais, la ministre de la Justice n'était pas au courant, le ministre de l'Intérieur n'était pas au courant. De qui se moque-t-on ? La contre-attaque avait débuté dès ce matin. Son avocat Thierry Herzog était lui aussi monté au front dans les médias. Non seulement on intercepte les communications entre un avocat et son client, mais on retranscrit cette première conversation comme étant celle du soupçon qui permet de dire qu'il y aurait ainsi un trafic d'influence. Nicolas Sarkozy compare les méthodes des juges avec celles de la Stasi. Des propos infamants pour la justice et les policiers, selon Manuel Valls. Une injure aux institutions, aux yeux de Christiane Taubira, devant la comparaison avec un régime totalitaire. Il ne s'agit pas des agissements de tels dictateurs dans le monde à l'endroit de ses opposants. Il s'agit de la France. Pour la gauche, cette prise de parole de l'ancien président n'est qu'une simple diversion, car à aucun moment, il n'évoque le fond des dossiers. Il y a de l'outrance dans les propos de M. Sarkozy qui montre profondément sa gêne devant les accusations qui sont portées à son encontre avec des éléments qui semblent sérieux. Il faudra bien qu'il réponde à ces éléments. Enfin, Nicolas Sarkozy donne un conseil qui sonne comme un avertissement, en faisant allusion à son retour dans la vie politique. À tous ceux qui auraient à redouter mon retour, la meilleure façon de l'éviter serait que je puisse vivre ma vie simplement, tranquillement, au fond, comme un citoyen normal. Une dernière pique, directement adressée à François Hollande. Et on évoque cette actualité avec nos invités ce soir. Yvan Rioufol, bonsoir et bienvenue, éditorialiste au Figaro. Et c'est dans votre journal que paraîtra donc demain la tribune La lettre aux Français de Nicolas Sarkozy. Avec nous également Laurent Geoffrin. Bonsoir Laurent, bonsoir. Directeur du Nouvel Observateur. Alors d'abord Yvan Rioufol, c'est une vive offensive, c'est une tribune au vitriol? C'est une légitime défense qui est en riposte à une sorte d'hystérie anti-sarkozyste que l'on avait déjà connue de la part de la gauche quand elle n'avait pas de programme et qui se répète aujourd'hui parce que la gauche est désarmée par ses propres manquements. Et donc on se retrouve naturellement avec une proportionnalité. Naturellement, le texte est très dur, il est très vif, en effet, mais je pense qu'il est en résonance avec
ce sorte de ras-le-bol général qu'éprouvent également les Français. Et non seulement c'est un texte très politique, bien sûr, mais c'est un texte également qui s'adresse à l'ensemble, me semble-t-il, de la société, qui peut se retrouver dans ce sentiment d'injustice, dans le fond, car il n'est question que de cela dans ce long papier, de ce sentiment d'injustice que ressent l'ancien président. Laurent Geoffrin, vous entendez? Il est logique qu'il se défende, oui. Nicolas Sarkozy. Il a le droit de se défendre, c'est la moindre des choses, bien sûr. Mais je pense que c'est un rideau de fumée. Pourquoi donc? Parce qu'il ne parle pas du fond. Ah, il détaille quelques affaires quand même. Il revient sur ces différentes affaires. Oui, mais de celle qui est en cours, là, celle qui motive toute cette discussion. Il y a eu des écoutes. Alors on peut contester leur légalité, on a le droit de contester. Elles ont quand même été validées par plusieurs juges. Hein. C'est pas un juge comme ça dans un coin. Ça a été validé selon les procédures habituelles et normales. Qu'est-ce qu'on lit dans ces écoutes? C'est ça le fond de l'affaire. Qu'est-ce qu'on lit? C'est qu'on peut soupçonner légitimement l'ancien président de s'être livré à une tentative de trafic d'influence, qui est un délit grave. C'est puni de 5 ans d'emprisonnement, 500 000 € d'amende. Ce sont des soupçons pour le moment. Ce sont des soupçons, je dis pas qu'il est coupable. On ne lit rien de tout cela. Mais si, on lit, si vous voulez les lire... Si vous voulez les lire, c'est à votre gré. Mais ce que pose plus... C'est ça qu'on essaye de faire oublier. C'est ce qu'il y a dans les écoutes. Non, parce que j'ai écouté les écoutes ne disent pas cela. Mais enfin, si vous voulez entendre ça, vous pouvez le faire, bien entendu. Mais ce que pose plus gravement et plus généralement l'ancien président de la République, c'est qu'aujourd'hui, dans le fond, la gauche devient folle. La gauche pourquoi la gauche d'abord? Parce que c'est les juges qui agissent. Je dis la gauche devient folle parce que c'est le gouvernement lui-même qui, par la voix de Mme Vallaud-Belkacem, a déclaré hier, je crois, que les accusations étaient extrêmement graves et que les soupçons étaient extrêmement graves. C'est-à-dire, que fait le gouvernement dans le fond? Le gouvernement viole la présomption d'innocence, viole la séparation des pouvoirs, viole le secret de l'instruction. À moins qu'il ait accès au dossier pour dire que les accusations sont extrêmement graves. Pour l'instant, on n'en sait rien. Il n'y a pas d'accusation. On a vu les extraits. Non, il n'y a pas. Mais les extraits ne sont pas accusatoires. Les extraits disent que le président de la République connaît des gens à la Cour de cassation. La belle affaire. Et donc, au-delà de ça, et donc c'est quand même très. En fait, un résumé édulcoré. Mais non, pas du tout. Jean, je dis, et le président de la République le dit aussi, l'ancien président de la République le dit aussi dans le fond, qu'il y a là une violation de l'état de droit. C'est-à-dire une violation, de la démocratie. Mais non, écoutez, les grandes règles sont violées. On verra si c'est légal. Pour l'instant, c'est légal. Les grandes règles sont violées à partir du moment où vous ne respectez pas la présomption d'innocence, vous ne respectez pas le secret de l'instruction. C'est une fuite qui a eu lieu dans la presse. C'est pas de la faute du gouvernement. Qui a été organisée. Non, mais quand le gouvernement déclare la culpabilité, alors justement, Laurent Geoffrin, attendez, messieurs, il y a des si attaques claires contre les ministres. Dans cette tribune, Laurent Geoffrin, dans cette tribune, il y a des attaques claires contre justement les ministres de la Justice et de l'Intérieur, et indirectes, mais tout aussi claires contre le président Hollande. Mais encore une fois, oui, allez-y. Non, je vous en prie. C'est une diversion. La semaine dernière, la diversion consistait à dire qui sait quoi, comme si ça avait une importance quelconque. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de savoir si le gouvernement intervient dans la procédure ou pas. Pourquoi interviendrait-il d'ailleurs, puisque c'est défavorable à son adversaire. Vous êtes convaincu qu'il n'est pas intervenu? Mais rien ne le prouve, en tout cas. On a cité aucun élément, qui tendrait à prouver que le gouvernement intervient dans la procédure ou à favoriser la procédure. Il n'y a rien. Donc c'est une diversion. Ça consiste à déplacer la question. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a eu ou non? Je ne dis pas qu'il y a eu, mais il y a un soupçon, puisque la justice enquête. La justice n'enquête pas comme ça par hasard, c'est parce qu'elle soupçonne l'existence d'un trafic d'influence. Vous avez dit tout à l'heure, il peut se défendre, et en même temps, vous dites maintenant, c'est une diversion. C'est pas contradictoire? Il a le droit de se défendre, mais il se défend une diversion. Non, on est vraiment dans le mélange des genres du début à la fin. C'est-à-dire que nous avons des journalistes qui se prennent pour des juges, nous avons des juges qui se prennent pour des hommes politiques, des hommes politiques qui se prennent pour des journalistes, c'est-à-dire que même, on s'est rendu compte que même le président de la République recevait lui-même, le jour même de l'apparition d'un article dans Le Monde, les deux journalistes qui avaient accusé à charge le président de la République. Que c'était pour écrire un livre. Donc, oui, pour écrire un livre, naturellement, mais enfin, personne n'est dupe, comme personne n'est dupe de la défausse du ministre de l'Intérieur qui a fait effectuer des écoutes depuis septembre dernier, qui dit n'en avoir pas entendu parler, de la même manière sur la défausse de Mme Taubira. Et donc, mais je suppose comme vous supposez. Écoutez, je ne suppose rien, je lis ce qu'il y a dans les écoutes. Et je vous répète que la gauche devient folle, la gauche devient autoritaire, la gauche devient sectaire.
La gauche, non mais elle devient sectaire, et pas seulement à travers sa presse quand elle dresse des listes de ceux qui seraient prétendus fascistes ou racistes parce qu'ils ne penseraient pas comme vous, mais également à travers sa police qui devient une police politique, à travers sa justice qui devient une justice politique. Et d'ailleurs, le président de la République note dans ce long passage que l'un de ces juges qui l'accable fait partie du syndicat de la magistrature, dont on connaît le nom du compte, et l'autre juge a appelé à voter contre lui lors des présidentielles. À chaque fois que Sarkozy est mis en cause par un juge, il découvre que c'est un gauchiste. C'est quand même bizarre. Non, pas du tout. Je donne des faits. Vous avez des faits, je donne des faits. À chaque fois qu'il est mis en cause par la justice, il répond en disant « ce juge est partial ». Mais qu'est-ce que ça veut dire? La justice en France n'est pas partiale. Ou alors il faut le démontrer. Mais ça n'est pas démontré du tout. Je pense que j'ai pas fini. Vous avez une procédure qui est en cours, qui a démarré sur la base de soupçons. Ces soupçons prennent consistance dès lors qu'on regarde le contenu des écoutes qui a été publié. Personne ne conteste la vérité ou la véracité des propos qui ont été reproduits par les journaux. On dit c'est pas légal d'avoir enregistré, mais personne ne dit que l'enregistrement est faux. Donc il est vrai. Je vais revenir, et dès lors qu'il est vrai, il pose un vrai problème. Est-ce que oui ou non l'ancien président est intervenu pour fausser Vous voulez revenir sur le fond de l'affaire? Je vais revenir sur le fond de la tribune. Il est question de rien d'autre. S'il est intervenu, il n'a eu aucune influence puisque le jugement n'a pas été dans ce qu'il voulait. La tentative vaut l'acte. Messieurs, dans le code pénal. je vais rappeler, vous êtes déjà juge. Je vous rappelle à l'ordre. Je vous rappelle à l'ordre. Pour cette tribune, enfin après cette tribune, donc qui va paraître demain dans votre journal, il y a de très nombreuses réactions politiques ce soir. Je vais les rappeler en quelques mots. Marine Le Pen qui trouve l'indignation de Nicolas Sarkozy parfaitement artificielle et surtout très malvenue. Christiane Taubira n'entend pas accepter cette injure à l'égard des citoyens français et des juges. Et puis Jean-Marc Ayrault à travers un communiqué qui qualifie de grave faute morale le fait pour Nicolas Sarkozy de mettre en cause l'honneur de la justice et de la police. Je vous pose la question parce qu'on n'a pas encore parlé de l'opinion publique. Quel peut être l'impact et la réaction des Français, puisque c'est une lettre aux Français, selon vous, Yvan Rioufol? Mais je crois qu'il va rencontrer a priori la compréhension des Français, parce que les Français voient effectivement quelle est devenue aujourd'hui cette justice, qui est devenue une justice politisée pour une partie d'entre elles, ce qu'est devenu cette police, qui est devenue une police politisée pour une partie d'entre elles, ce qui est devenu cet univers très sectaire que cultive aujourd'hui la gauche, qui naturellement perd pied et qui devient de plus en plus violente et de plus en plus agressive. Mais la gauche et la justice, c'est deux choses différentes. Non, c'est la même chose. En l'occurrence, vous avez tous les juges sont de gauche et tous. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je dis que cela met en scène aujourd'hui le gouvernement, une partie de la presse, une partie de la presse, une partie de la justice. Yvan Rioufol, justement sur l'impact de l'opinion publique et la réaction des Français. Je pense que l'opinion publique, si elle est de bon sens, mais je ne préjuge pas de ce qu'elle va dire, de ce qu'elle va penser, si elle est de bon sens, elle considérera que les propos de Sarkozy sont largement outranciers. Parce que comparer les juges français à la Stasi, mais à ce moment-là, Obama, c'est Staline, alors, parce qu'Obama, il fait écouter des gens avec ça. Vous aimez les précisions. Il ne compare pas les juges français, il compare les deux juges qui l'ont mis sur écoute à des procédés de la Stasi. Cette procédure est légale. Ils ont demandé l'autorisation à leur supérieur, et ça a été donné. Et dès lors que c'est la Stasi, c'était pas légal. La Stasi, c'est un régime totalitaire, arbitraire, policier. Nous ne vivons pas en France sous ce régime-là. Ce sont des procédés totalitaires, et d'ailleurs, je pense que même le président de la République aujourd'hui, François Hollande, l'ancien président de la République est un justiciable. François Hollande, votre ami François Hollande l'a lui-même reconnu en recevant le représentant des barreaux. Vous envoyez votre ami Nicolas Sarkozy. Attention, Yvan Rioufol. C'est pas mon ami du tout, je ne l'ai jamais rencontré. Et Hollande a rencontré aujourd'hui les représentants du barreau et il a reconnu devant eux qu'effectivement cette procédure devait être améliorée, cette procédure qui consiste à faire des écoutes. Oui, mais la veille, il a reconnu qu'il fallait l'indépendance de la justice avec les juges. Soyons mesurés. Entre les deux. Ça prouve bien que c'est pas Honecker, qu'on n'est pas sous le règne de la Stasi. Si, je suis désolé, on l'est, dans la mesure où ces procédures des écoutes... C'est ridicule. Ces procédures des écoutes, ce n'est pas ridicule du tout. Cette procédure des écoutes a duré 6 mois, c'est-à-dire très largement... Le goulag français, où est le goulag français? Écoutez, est-ce qu'on peut parler très largement au-delà de la durée normale des écoutes pour ces genres de choses, surtout qu'en général, c'est pour les grands criminels. Je ne savais pas qu'il y avait une norme. Et qu'elle a été ouverte sur un soupçon qui reste un soupçon, puisque rien n'a été prouvé. Et non seulement il ne prend pas corps, mais en plus cette procédure a dévié... Je crois que vous allez être d'accord sur
sur autre un chose. point. Est-ce qu'en tous les cas, vous pouvez dire, Laurent Geoffrin, peut-être Yvan Riofol, que c'est un acte politique fort, c'est une tribune éminemment politique depuis le début jusqu'à la fin? Je crains que ça se dégonfle comme une baudruche, parce que c'est tellement exagéré que ça devient insignifiant. Est-ce que le duel, en tous les cas, est installé? On a l'impression, parce qu'on ne parle que de lui, l'ancien président, et l'actuel pouvoir. Tout le monde semble disparaître à droite quand il réapparaît. Mais moi, j'ai noté que la semaine dernière, beaucoup de ténors de l'ancienne majorité, enfin de la droite, ont volé à son secours. Mais alors depuis 2-3 jours, depuis qu'on a lu d'ailleurs le contenu des écoutes en question, auquel je reviens toujours, parce que c'est ça le fait générateur, depuis qu'on a lu ce contenu, ils sont beaucoup moins allants qu'ils ne l'étaient auparavant. Et j'en déduis qu'ils sont un peu embarrassés, qu'ils sont un peu gênés. Et il y en a même qui disent en privé, enfin on va être débarrassé de cette épée de Damoclès qui est au-dessus de nos têtes, qui est que Sarkozy pourrait revenir. Je ne vais pas revenir sur le chacun contenu, est ambitieux, donc chacun le contenu veut... de ces écoutes qui, de Oui. mon point de vue, Oui, mais sont c'est ce tout à qu'on veut fait oublier. anodines. J'y reviens parce qu'on veut l'oublier. On ne va pas refaire du le tout. débat sur les écoutes. Pas du oui. tout. Si c'était Pas du tout. anodin, Sur la tribune, il n'y sur aurait la pas toutes tribune. ces... Mais en tout cas, pour revenir sur le poids politique de cette tribune, c'est un poids naturellement qui est considérable, qui s'adresse en fait à trois cibles, si je puis dire. Le cible des Français, naturellement. La cible des hommes politiques et plus singulièrement de ceux qui le traquent, mais aussi et plus singulièrement à la cible de son propre parti, l'UMP, qui effectivement, et là je suis d'accord avec vous, avait donné des signes de faiblesse et en tout cas d'un manque de vivacité pour le défendre, et que j'avais été moi-même étonné du peu de réaction de l'UMP en l'occurrence. Voilà. Face à ces graves atteintes du droit, face à ces graves atteintes de l'état Voilà. de droit, Et c'est dans le Figaro face à ces que graves demain, atteintes nous des grands lirons principes essentiels qui ont été violés par la gauche en toute bonne conscience. Mais quelle gauche? C'est les juges. Par la gauche, avalisée par le gouvernement et violée par des gauches en connivence. Merci Laurent Geoffrin et Yvan Riofol. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir analysé cette tribune ce soir. Donc il va paraître cette lettre demain dans le Figaro. Merci à vous, messieurs. La suite du 22h à présent avec une autre actualité très importante, c'est le face-à-face diplomatique tendu entre Russes et Occidentaux. Barack Obama a annoncé de nouvelles sanctions contre des responsables russes en représailles du rattachement de la Crimée à la Russie. La réaction de Moscou ne s'est pas fait attendre en plein Conseil européen consacré à cette crise. On voit tout cela avec Mounir Soussi. Parler d'une seule voix face à la Russie pour espérer inverser la tendance. Les 28 chefs d'État européens réunis à Bruxelles cherchent des leviers pour accentuer la pression sur Vladimir Poutine. Pour l'instant, l'accent est mis sur le volet diplomatique des sanctions. Il y aura une suspension des relations politiques puisqu'il devait y avoir une réunion entre l'Union européenne et la Russie. Elle ne peut pas avoir lieu dans ces conditions et nous devrons également envisager d'autres sanctions s'il y avait une escalade. Angela Merkel évoque l'annulation du G8 prévu à Sochi et met sur la table des sanctions économiques plus poussées. Barack Obama lui aussi brandit cette menace à double tranchant. J'ai signé un nouveau décret aujourd'hui qui nous donne la possibilité d'imposer des sanctions, pas seulement sur des individus, mais sur des secteurs clés de l'économie russe. Ce n'est pas notre solution préférée. Ces sanctions ne vont pas avoir seulement un effet sur l'économie russe, elles pourraient perturber l'économie mondiale. Ces avertissements n'ont aucun impact sur la détermination russe. Le ministre des Affaires étrangères affirme qu'il ne reviendra pas sur le rattachement de la Crimée et dénonce l'attitude des Occidentaux. Les sanctions unilatérales n'ont jamais été bénéfiques. Elles sont illégitimes. Le Conseil de sécurité de l'ONU est la seule instance qui peut adopter des décisions contraignantes envers un État étranger. La Russie riposte en publiant une liste de 9 responsables américains interdits de territoire. Parmi eux, John McCain, l'ancien candidat républicain à la présidentielle. La suite du 22h, dans un instant, notre invité, c'est le grand reporter à l'Express Vincent Hugeux, auteur du livre Reine d'Afrique, le roman vrai des premières dames. Mais d'abord, tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité, c'est le tour de l'info. Il est signé ce soir, Flora Sauvage. 12 jours après la disparition de l'avion de la Malaysia Airlines, des satellites australiens ont détecté dans l'océan Indien 2 objets qui pourraient être liés au vol MH370. Un avion a survolé les lieux sans succès en raison de mauvaises conditions météo. La plus grosse pièce mesurerait 24 mètres. Malgré les espoirs suscités par cette découverte, la prudence est de mise. Nous avons déjà participé auparavant à ce genre d'opération de recherche et de secours, utilisant des images satellites, et elles ne s'avèrent pas toujours être liées aux recherches, même si elles sont bonnes. Alors nous allons garder notre avis là-dessus, jusqu'à ce qu'on les voie de près.
Selon le Premier ministre australien, la localisation des objets sera extrêmement difficile. Une bonne nouvelle pour les ouvriers des chantiers de Saint-Nazaire. L'armateur italo-suisse MSC a commandé 2 nouveaux paquebots. Une bouffée d'air cruciale pour les chantiers STX France. C'est une commande que nous attendions et que nous espérions depuis des mois. Donc c'est une très bonne nouvelle pour les chantiers, d'autant plus que ça nous permet d'avoir une visibilité à plus long terme sur notre carnet de commandes. Donc ça effectivement assure les emplois, donc c'est une extrêmement bonne nouvelle. Ces 2 commandes vont représenter 16 millions d'heures de travail. Coup de théâtre, alors que la vente de SFR semblait acquise à Numéricable, Bouygues a décidé de surenchérir. Le groupe de BTP et de téléphonie offre plus de 13 milliards d'euros à Vivendi, soit 1,9 milliard de plus que sa proposition précédente. Numéricable offrait jusqu'ici 11,75 milliards d'euros en numéraire. Autre élément nouveau, la Caisse des dépôts va prendre entre 4 et 5% du capital du nouvel ensemble. La 34e édition du Salon du Livre a ouvert ses portes ce soir à Paris. Pendant 4 jours, 200 000 visiteurs sont attendus. La part belle est donnée à l'Argentine et à la ville de Shanghai. Les gens ne lisent pas moins. Les gros lecteurs lisent un peu moins. Avant, c'était 20 livres, maintenant on est passé à 15 dans l'année. Ce qui est certain, c'est que les enfants, les jeunes continuent à lire. Ils lisent un peu différemment. Au total, plus de 50 pays sont représentés. Et l'invité du 22h ce soir, c'est le grand reporter à l'Express, Vincent Hugeux. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous publiez ce livre, Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames, aux éditions Perrin, qui sort aujourd'hui. On va en parler en détail. Mais d'abord, vous êtes un grand connaisseur et spécialiste de l'Afrique, de la Centrafrique notamment. On a souvent parlé ensemble, vous y êtes souvent allé. On a un rapport aujourd'hui qui parle d'une situation humanitaire paroxystique. Qu'en est-il réellement ? Mais elle est tragique, cette situation. Pour une raison assez simple, c'est que le degré de haine, de ressentiment, de rancœur n'a fait que prospérer au fil des semaines. Et que vous avez aujourd'hui, par exemple, une estimation d'environ 15 000 musulmans qui sont reclus dans des enclaves plus ou moins protégées par les forces étrangères, donc la MISCA française, Sangaris, ou la MISCA, donc la mission panafricaine, et qui sont à la merci d'un assaut, d'un raid ou éventuellement d'une embuscade s'ils tentent de s'échapper vers le Tchad ou le Cameroun. Donc, hélas, rien de nouveau sous le soleil brûlant de Centrafrique. On sait très bien que la situation à Bangui est grosso modo maîtrisée. Grâce à l'opération militaire française. Mais ce qui ne signifie pas qu'il n'y a pas dans tel quartier un assassinat plus ou moins ciblé, des mutilations, des violences sexuelles, etc. Mais le territoire centrafricain est immense, plus d'une fois et demie le territoire français. Et vous avez partout des micro-populations qui sont extrêmement vulnérables et exposées à cette soif inextinguible et barbare de vengeance. Donc, bien sûr, le rapport qui sort aujourd'hui ne fait qu'entériner ce que ceux qui, comme moi, ont eu le douteux privilège de sillonner ce pays dans les semaines écoulées, ont pu constater et relater. Alors, on va parler de votre livre, Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames. D'abord, pourquoi avoir consacré cette enquête sur ces Premières Dames ? Pour une raison toute simple. Vous savez, à force de voir dans le sillage ou aux côtés de leur présidente Marie, ces femmes, vous finissez par vous interroger sur ce qu'est la réalité de leur influence. Alors, évidemment, vous avez le modèle à l'ancienne, presque anachronique, de la dame patronnesse avec sa fondation caritative, une sorte de figure imposée de la First Lady à l'africaine. Mais au-delà de ça, vous avez des enjeux de nature politique. Des carrières de ministres, de directeurs d'administration, d'ambassadeurs se sont faites ou défaites parce que l'un avait la sympathie de l'épouse du chef et l'autre non. Par ailleurs, comme dans la France et l'Europe depuis le XVIIe siècle jusqu'à nos jours, vous avez des mariages qui sont aussi des pactes de géopolitique matrimoniale. Si vous avez une ville ou une province un peu rebelle ou excentrée et que le chef de l'État épouse une fille de ce terroir, c'est aussi une façon de forger une alliance, puisqu'on va miser sur elle pour apaiser les tensions, prévenir les conflits. Donc il faut aller très au-delà de l'image un peu, je dirais, vétuste et désuète. Il y a beaucoup de rumeurs, de ragots, de clichés sur ces Premières Dames africaines. Évidemment, elles suscitent bien sûr les sarcasmes, les clichés, les stéréotypes. Et bien sûr, mais certaines d'entre elles d'ailleurs déploient une énergie assez pathétique pour alimenter ce type de conversation. Mais vous savez, vous pourrez
par exemple, citer les échafaudages capillaires d'une Chantal Biya, l'épouse du président camerounais. Oui. Mais au-delà de ça, si vous voulez, le rôle de la Première Dame aujourd'hui, c'est à la fois d'être un peu le paratonnerre de son mari. Au fond, c'est aussi une manière de détourner les griefs et le courroux populaire sur les frasques, les séances de shopping et les soirées de gala. Mais vous savez, d'une certaine manière, c'est ambigu, puisque de cette façon-là, la Première Dame, elle met en évidence aussi, en creux, l'impéritie, l'incurie, les échecs de son président d'époux. Donc c'est ça qui est assez intéressant, me semble-t-il. C'est que, au-delà de cette image, la Première Dame ne peut plus être simplement la dame patronesse d'antan, parce qu'elle serait à ce moment-là en décalage avec la femme africaine, mais justement, qui, elle, est le reflet d'un bouleversement profond. Est-ce que ces femmes aussi représentent la métamorphose de l'image de la femme et du pouvoir en Afrique? Elles sont obligées de suivre le mouvement, sous peine d'apparaître totalement anachroniques. Aujourd'hui, et sans idéalisme ou sans angélisme, il est clair que dans la cellule familiale, villageoise, le quartier, la femme continue de jouer un rôle crucial. Ça peut être son aventure dans le microcrédit, ça peut être son rôle de pilier familial, etc. Si vous vous contentez de jouer les reines d'antan dans le sillage, vous savez, ces figures mutiques et effacées de votre présidentiel époux, vous êtes en décalage total avec un mouvement profond, certes peu spectaculaire, mais qui est en train de forger les nouvelles sociétés africaines. Donc, qu'elles le veuillent ou non, elles sont obligées de moderniser leurs pratiques, leur discours et leur attitude. Alors, il y a celles qui sont fières mamans et les autres déchues. On va citer évidemment Simone Gbagbo, qui a incarné, vous dites, le naufrage d'un pouvoir fourvoyé dans une dérive mystico-guerrière. Oui. C'est le symbole vraiment, quelque part, j'allais dire, à un moment de la grandeur, parce qu'ils ont été au sommet du pouvoir, et la déchéance. Il y a dans la trajectoire de Simone Gbagbo quelque chose de fascinant, de pathétique et de formidablement symptomatique, justement, du rôle de la Première Dame, de ses outrances aussi. Simone Gbagbo est une femme courageuse, une militante. Elle est la patronne dans sa jeunesse de ce qu'on appelle la JEC, donc la jeunesse étudiante chrétienne. Et ensuite, elle va développer une forme de paranoïa politique et personnelle, elle va être attirée dans le giron d'églises évangéliques, d'églises du réveil, et elle va effectivement, d'une certaine manière, avec chez lui une certaine circonspection, mais elle va quand même l'embarquer dans cette aventure qui sera aussi un naufrage. Et notamment, lors de l'épilogue crépusculaire de ce régime, eh bien, dans le bunker d'Abidjan, qui est à ce moment-là cerné par les forces ouattaristes et par les forces françaises, elle dit encore à son époux « Mais tu es l'élu de Dieu, ne lâche pas, ne cède pas, sinon tu n'es pas garçon, comme on dit à Abidjan, tu n'es pas un homme, tu n'es pas digne de la fonction qui est la tienne. » Elle est donc dans une vraie dérive messianique. On voit l'influence jusqu'au bout. Bien sûr. Et donc, il y a quelque chose, effectivement, de profondément, je dirais, spirituel et religieux, mais aussi qui conduit à un aveuglement politique. Alors, dans ce livre, il y a énormément d'anecdotes, de portraits, c'est extrêmement bien croqué. Il y a donc, évidemment, surtout les premières dames. Et puis, il y en a une autre, je voudrais qu'on en parle, puisqu'on a parlé de la Centrafrique tout à l'heure. Celle-ci, elle est au pouvoir, elle est aux manettes. C'est Catherine Samba Panza. Quel portrait vous en faites Vous savez, les manettes dont elle a hérité relèvent d'une mission infernale. En fait, elle débarque dans un brasier. Vous savez, aujourd'hui, sur le continent africain, vous avez 3 femmes à la tête d'un État ou d'un semblant d'État s'agissant de la République centrafricaine. Vous avez, je dirais, le vétéran Ellen Johnson Sirleaf, la pionnière au Libéria, pays lui aussi d'ailleurs dévasté par une très longue guerre civile. Vous avez moins connu du public français Joyce Banda au Malawi. Et puis vous avez Catherine Samba Panza qui hérite de cette tâche impossible, mais qui est une figure presque matriarcale et qui essaye de rassurer. Mais vous savez, quand on est à Bangui ou en province, on a l'impression qu'on a un pouvoir politique en orbite géostationnaire qui n'a pas de prise sur la réalité. C'est une femme à poigne. Il y a d'autres femmes à poigne dans ce magnifique livre, Reine d'Afrique, le roman vrai des premières dames. Beaucoup d'anecdotes vraiment à lire. Merci beaucoup, Vincent Hugeux, grand reporter à l'Express. Merci d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Belle et douce soirée à vous.